Nous allons reprendre nos travaux. Je vais demander à nos intervenants de nous rejoindre. Gilles Bouvelot, vous dirigez l'établissement public d'Île-de-France, le grand EPF désormais, puisqu'il fédère celui de tous ceux des départements. Monsieur Puy-Bouffa, vous êtes partenaire de cette matinée, vous présidez Tagirim Promotion. Manuel Flamme, vous êtes DGA de la SNI, DG de la SNI. DG de la SNI. DG de la SNI et président de Grand Paris Habitat. Aude Debreil, vous dirigez le PA Sénart. Donc autant d'opérateurs qui ont dû écouter, j'espère, avec intérêt ce qui a été dit, puisque nous allons poursuivre ce questionnement. Comment construire en zone périurbaine, à quel prix, avec quelles contraintes, quelle actualité. Et donc, Gilles Bouvelot, on va commencer avec vous. Vous êtes un opérateur clé. Vous me disiez, vous faites 40 ou 50, enfin, une part importante de votre activité foncière en zone détendue, avec des concurrences, vous me le disiez en préparant cette matinée, entre le collectif et l'individuel, entre la rénovation des bourgs-centres et l'extension urbaine. Quelle est votre vision des nombreuses questions, je pense que ça marche, qui ont été abordées ce matin déjà? Dites-nous. Oui, déjà merci Jacques pour votre invitation. Alors comme Geoffroy Didier tout à l'heure vous a parlé de la stratégie d'établissement et de tous ces aspects, de ces perspectives, moi je devais rester dans des aspects beaucoup plus techniques. Alors effectivement, l'EPF Île-de-France, donc c'est un opérateur foncier qui ne construit pas, mais qui a vocation à recéder les terrains d'ailleurs aux opérateurs d'aménagement ou aux constructeurs qui sont avec moi à la table ronde. On fait en volume financier 60% de notre activité dans la partie centrale, dans la métropole, et 40% à l'extérieur. Alors, évidemment, les prix sont plus chers dans le centre. Mais en nombre, c'est l'inverse, évidemment, 60% en grande couronne et 40% en petite couronne. Voilà, ceci pour dire que donc on est opérateur à la fois du Grand Paris et de la région. Alors, le foncier périurbain, qu'est-ce que c'est d'abord? Qu'est-ce que c'est que le périurbain? C'est une notion très vaste en Île-de-France. D'abord, il y a le vrai périurbain, c'est-à-dire celui qui est aux limites de l'agglomération, de la zone agglomérée, où là, l'enjeu, je crois, c'est l'interface, en fait, de gérer l'interface entre la ville qui s'étend ou qui se renouvelle, et la campagne, alors à la fois au sens agriculture et espace naturel. C'est le secteur des pastilles du SDRIF, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont lu. Là, le travail des opérateurs fonciers, il s'articule forcément avec ceux d'autres... le travail des opérateurs fonciers s'articule entre ceux qui traitent de la ville, c'est-à-dire l'EPF, en gros, puisqu'on est opérateur urbain, la SAFER, qui traite des questions agricoles, et l'Agence des espaces verts, côté régional, donc là, on a des enjeux plutôt d'intelligence partagée, je dirais, mais là, les projets sortent, il faut être clair, il y a une pression assez forte. Donc on est dans l'agglomération qui continue à se développer quand même, parce qu'elle a encore un développement. Mais le vrai enjeu, je crois, il est plus loin, donc pas à 15 km de Paris, mais plutôt à 30-40 km, dans ce qu'on peut appeler la campagne métropolitaine. Alors, les petites villes, les bourgs, les villages... qui est moins cher, effectivement, en termes de prix foncier et prix immobilier, mais dont on ne peut pas dire que ce soit détendu, quand même, à mon sens, ça reste tendu. La campagne métropolitaine, ce n'est pas la campagne autour d'une agglomération en région. Là, on est vraiment dans un autre monde. Et là, les enjeux, je crois, ils dépassent, puisqu'on travaille avec beaucoup de communes de ces secteurs, dans les 4 départements de Grande Couronne. L'enjeu du logement, il dépasse le cadre du logement. Ça, tous les maires avec qui on travaille nous le disent. Alors, d'abord, effectivement, il y a une notion de revitalisation des bourgs versus les micro-extensions. Je crois que c'est clairement le premier enjeu. Il y a un deuxième enjeu qui est l'équilibre entre l'habitat et l'activité économique. La plupart de ces territoires expliquent, d'ailleurs, les présidents de conseils départementaux le disent, qu'ils n'ont pas vocation à devenir des banlieues résidentielles de la métropole. Et dans l'habitat-activité, il y a aussi évidemment les services et les commerces qui sont un des enjeux forts. On a évidemment dans ces secteurs des enjeux de construction de logement social,
ne serait-ce que parce qu'à certains endroits, la loi SRU y conduit. Et donc, on est dans un contexte où, alors, c'est à la fois favorable, mais au démarrage, c'est un facteur de complexité. L'intercommunalité est en train de monter un régime, prendre les compétences d'urbanisme. Il y a aussi d'ailleurs des structures qui fédèrent les collectivités, en particulier les PNR, les parcs naturels régionaux, qui prennent des initiatives en matière d'aménagement. Il y a des établissements publics d'aménagement aussi qui sont sur ces secteurs. On est... Et là, donc, l'enjeu, et finalement, il est à la fois de construire du logement, mais d'accompagner ça ou d'inscrire le logement dans des stratégies de développement urbain, développement économique. C'est une attente assez forte, d'ailleurs, qu'on ressent des collectivités. Alors, c'est pas Poissy, hein. Poissy, c'est une commune historique importante, la Carolive est partie, mais enfin, qui a toujours de l'industrie, qui accueille, etc. On est plus dans des collectivités de plus petite taille, mais qui ont des besoins. Alors la politique foncière, qu'est-ce que c'est de manière générale, hein, quand on travaille en Ile-de-France? La politique foncière, ça consiste à recycler les terrains. Donc, ou bien ce sont des terrains déjà bâtis, avec des actifs immobiliers. Alors, dans la métropole, c'est ce qu'on fait, on rachète des entrepôts qui ont une valeur. Et si on veut équilibrer les projets qui s'y font, il faut construire suffisamment. Donc, il y a un sujet de densité. Ou bien ce sont des friches industrielles, il y en a encore, elles n'ont pas de valeur, mais par contre, il y a des coûts techniques de réhabilitation, en particulier des pollutions, qui sont importants, qu'il faut intégrer. Et puis, il y a aussi des terrains nus. Ça arrive, alors il y en a évidemment davantage en grande couronne que désormais dans la partie métropolitaine. Et donc, quand on est dans le périurbain, on est dans des densités faibles. Et donc, on a effectivement le sujet, même en collectif, on est avec des charges foncières, pour parler techniques, qui ne sont pas très élevées, parce qu'effectivement, on a des prix pas très élevés. Et donc, on a une économie du foncier, une économie de l'aménagement, une économie de l'immobilier qui est tout à fait différente, honnêtement, de ce qu'on trouve dans la métropole. Ça ne s'équipe pas de la même façon. Je considère, moi, mais comme il y a une table ronde après sur le logement social, que le financement du logement social tel qu'il est en zone 2, il incite plutôt à faire du neuf en extension urbaine plutôt qu'à réinvestir les centres-bourgs. Michel Dumont est là, je ne sais pas si dire la même chose tout à l'heure. Nous, on le voit quand on essaye d'accompagner des collectivités, essayer de récupérer des bâtiments, on est amené à faire, puisqu'on en fait des minorations beaucoup plus importantes que ce qu'on fait en extension, enfin en micro-extension, et a fortiori dans la partie métropolitaine, où les prix sont plus élevés. C'est assez paradoxal. Donc on a quand même ce sujet. Vous le regrettez, vous pensez que pas du tout, non, je ne regrette pas. Je dis simplement que heureusement qu'il y a ça. Sinon, voilà, non, on se rend compte que l'ensemble des dispositifs, et c'est vrai aussi des dispositifs fiscaux, de manière générale, enfin on ne va pas faire une table ronde là-dessus, ne facilitent pas ça. Voilà. En particulier en Ile-de-France. Non, mais vous me disiez que parfois l'extension, c'est un peu la facilité par rapport à la dentelle qui consiste à rénover les dents creuses, etc., dans les bourgs. Oui. Bah, c'est toujours plus simple, hein. Vous avez un terrain nu. Si vous l'achetez tant qu'il a un statut encore non constructible, vous avez un foncier pas cher. Pas toujours le cas, il faut l'aménager. Enfin, quand vous avez un bâtiment ou même une dent creuse hein, dans le bourg, il y a des suggestions plus fortes, il y a des coûts techniques, il y a des coûts de rachat, enfin, etc. Voilà. C'est par contre plus intéressant, c'est ce que c'est les collectivités. Ça permet aussi de conserver un commerce en pied d'immeuble, parce qu'aujourd'hui, les opérations que tout le monde essaye de faire, elles sont mixtes. Parce que je crois que tout le monde prend conscience quand même que ce côté bourg, village, enfin hameau et aussi petite ville, ça veut dire aussi conserver une animation. La problématique dite des villes moyennes, hein, qu'on en a dans la France entière, elle n'est pas qu'à Béziers ou etc. Elle est aussi dans ces bourgs et villages, conserver quelques équipements qui structurent et qui feront qu'on n'est pas simplement en grande banlieue résidentielle, même si elle peut être très chic. C'est un vrai sujet que je pense que tout le monde prend en considération. Et puis après, on a aussi des friches agricoles, bien sûr. On a aussi des dents creuses. Là aussi, même une dent creuse, c'est-à-dire un terrain nu au milieu du tissu urbanisé, pas très dense, et ça peut être un verger, hein, on connaît avec Côte de Breil. On se rend compte que parfois, quand c'est résidentiel, faire 2 lots à bâtir, ça rapporte davantage aux propriétaires que le vendre pour construire 10 logements en collectif, même quand le PLU le permet. Donc on a un vrai enjeu d'économie qui n'est pas celui évidemment de la partie centrale de la métropole, qui n'est pas non plus celui, je pense, du reste de la France, où on n'est pas dans une campagne métropolitaine, mais dans une campagne classique. Voilà, donc pour conclure, enfin provisoirement, moi je dirais que c'est des endroits où même si les projets ils sont moins importants quantitativement, il faut mettre beaucoup plus de monde autour de la table, parce qu'encore une fois, on est dans des montages
très en amont, à la fois pour conseiller les collectivités, pour les accompagner, pour amener de l'expertise, mais je crois qu'il faut fédérer tous les acteurs. Et donc on a un sujet de créer ces formes de plateformes. Alors maintenant, on a les outils numériques, on peut peut-être le faire, pour accompagner ça, parce que c'est un vrai enjeu. Manuel Flamme, vous êtes un des acteurs majeurs de ce secteur. Donc, comment vous voyez ces questions? Comment vous intervenez dans les différents périurbains que Gilles vient de décrire? D'abord, rappeler quelques chiffres importants. Le groupe SNI, il a vocation à développer et à construire 35 000 logements sociaux et intermédiaires neufs sur la période 2015-2020. Ce qui nous amène à un volume annuel de 6 000 logements par an, ce qu'on aura sorti là sur l'année 2016, 3 000 intermédiaires, 3 000 sociaux, sur le territoire du Grand Paris, je parle du territoire francilien, qui sont, qui sont donc sortis en construction neuve par le groupe SNI. Il se trouve que quand on regarde ces chiffres de production qui sont très importants, 6 000 logements au total, 2/3 de notre production a lieu ou se développe en seconde couronne. Pourquoi en seconde couronne? Et puis globalement dans les zones périurbaines. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est les lieux où le foncier est extrêmement abordable. On est entre 300 et 400 euros du mètre, alors qu'on peut monter très vite en première couronne entre 600 et 1000 euros. Donc ça nous permet, nous, de boucler nos opérations de manière beaucoup plus facile et nous donne la possibilité de développer des nouveaux projets avec des gros volumes. Sur ce sujet, moi, je voudrais rebondir immédiatement sur cette question de l'extension, de l'aménagement de la zone. On constate que dans ces zones où on peut développer, où on peut faire de la construction neuve, on a un risque de commercialité qui est assez important, qui est même très important. Dans le logement social, par exemple, le loyer du PLS tutoie le loyer de marché. On est environ à 12 euros du mètre, ce qui crée un sujet d'attractivité et qui pose un risque sur le remplissage de nos opérations et de nos ensembles immobiliers. Et là-dessus, on est toujours, quand on essaie de développer dans ces zones, en train de se poser la question de savoir est-ce qu'on va réussir à remplir, est-ce qu'on va réussir à commercialiser ces opérations de logement, qu'elles soient sociales et intermédiaires. Et le constat qu'on fait, il est bien sûr pas très original, mais néanmoins toujours extrêmement prégnant, c'est le lien ou la proximité avec un lieu de transport, un point de transport public. En l'occurrence, on constate qu'à quelques centaines de mètres, à quelques minutes à pied de différence, un ensemble immobilier, il se remplit ou il ne se remplit pas dans ces zones. Et moi, ce qui me marque le plus, c'est ça. C'est bien sûr, on a du foncier à des prix abordables, on est capable de boucler financièrement nos opérations de manière assez simple, mais on n'arrivera pas à commercialiser, à trouver des gens pour habiter ces logements si ils ne se situent pas dans des zones qui sont accessibles en transport public. Et je parle de transport public, transport commun public, parce que moi, mes résidents, mes locataires sont généralement des personnes qui n'ont pas de véhicule individuel et qui donc ont besoin d'être connectés à un réseau de transport. Vous mesurez, c'est quoi? C'est 5 minutes à pied? C'est quoi? Vous mesurez la zone où ça devient plus attractif du tout? Non, mais bien sûr, on le mesure. En l'occurrence, c'est 10 minutes à pied, le critère d'engagement au sein du groupe SNI, et ça a un impact extrêmement fort sur notre capacité à développer ou à remplir nos opérations. Donc, par exemple, une opération à Fontenay-de-Vicomte qu'on a développée il y a quelques mois, qui est une opération neuve réalisée avec Nexity, une résidence senior en l'occurrence, qui était un petit peu trop loin des transports publics. On a eu les plus grandes difficultés à la remplir. À l'inverse, une autre résidence dans le même cadre qui était à quelques minutes plus près du point de transport n'a posé aucune difficulté, elle a été remplie à 100% très très vite. Donc le sujet, vu d'un opérateur du logement comme le mien qui s'adresse à des personnes dont les revenus sont modestes, sont contraints et qui sont sous les plafonds de ressources éligibles au logement social, c'est bien sûr de penser l'aménagement de ces espaces à travers à la fois une offre neuve et qui correspond à leurs besoins financiers, mais aussi et surtout en lien avec les transports qui sont transports en commun, transports publics qui sont essentiels en Île-de-France. Je voudrais également appuyer sur un deuxième sujet. Quand on discute avec les élus, les maires de ces communes de seconde couronne, ils nous disent souvent à nous, opérateurs, venez construire des espaces, des grands appartements, pour faire simple. En gros, vous sortez de Paris, les gens veulent, c'est ce qu'ils nous disent les élus, les gens veulent des appartements plus vastes, plus de mètres carrés. La réalité de marché, c'est que nos locataires, que ce soit dans le social ou dans l'intermédiaire,
sont très attentifs, in fine, au pied de quittance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout simplement, on doit être capable de proposer aux futurs locataires des loyers qui restent extrêmement modérés. Or, le prix d'un loyer dans le logement social ou dans l'intermédiaire, il est calculé sur la base du mètre carré. Et si les appartements qu'on construit sont trop grands, in fine, ils sont vacants. Ils sont vacants. Pourquoi? Parce que nos locataires n'ont tout simplement pas les moyens de payer les 100 euros, 150 euros, 180 euros supplémentaires. Et on se retrouve dans des situations qui sont évidemment problématiques pour un bailleur comme le nôtre, où l'opération, elle dépend, son autofinancement dépend de sa capacité à le remplir sur les 20 ans qui viennent. Et ça, moi j'ai envie de lancer cet appel un peu aux élus, c'est que on peut penser que c'est une bonne idée de promouvoir des logements qui sont très spacieux. Mais nous, notre réalité de marché, notre retour d'expérience sur le terrain, c'est que si nos typologies sont trop vastes, et si on construit des logements qui sont pas assez compacts, on ne trouve pas de locataires, tout simplement parce que le pouvoir d'achat des ménages aujourd'hui, il est contraint. Donc le deuxième élément sur lequel je voulais insister sur la question de ce développement en zone périurbaine, c'est bien sûr la question de la typologie et rester attentif au pied de quittance, au loyer final qui sera supporté par le locataire dans ces zones qui sont les zones dans lesquelles nous, groupe SNI, nous développons et sur lesquelles nous pouvons réaliser nos objectifs de développement. Alors, Aude Debré, vous êtes complètement en face. Vous me disiez en préparant cette matinée que la première des missions qui est la vôtre en tant que DG de l'EPA Senart, c'est de connaître les aspirations des futurs habitants de votre territoire. Leurs aspirations, leurs moyens, le type de logement qu'ils souhaitent dans des marchés qui sont en concurrence, qui sont en tension. En tension dans un sens particulier. Dites-nous comment vous voyez ça. Alors, effectivement, moi j'ai rejoint depuis un peu plus d'un an la direction de l'EPA Senart. Senart, c'est une ville nouvelle, 10 communes à 30 km de Paris, qui a rejoint l'agglomération de Grand Paris Sud au 1er janvier 2016. C'est plus de 40 ans de développement, puisqu'on est dans la suite de la création des villes nouvelles, de l'ambition du général de Gaulle, de l'ouvrier, et donc un territoire qui se développe continuellement depuis 1973, date de la création de la ville nouvelle et de l'EPA. Un territoire très dynamique en Île-de-France, puisque ces 5 dernières années, c'est 9% de croissance de l'emploi et de croissance de la population. Donc un chiffre qui est absolument hors du commun avec tout le chef, puisque la moyenne régionale est plutôt à 1%. Donc on est effectivement sur un territoire périurbain, et on est bien dans cette ville à la campagne, ou cette campagne à la ville qu'évoquait Gilles, où le marché existe, il n'y a absolument aucun doute, mais il est fondamental de bien le connaître pour ne pas se tromper. Et c'est effectivement ce que j'ai moi voulu faire dès mon arrivée, parce qu'il y avait 20 ou 30 opérations en cours de commercialisation sur les 10 communes, et il faut pas se tromper, parce que si le marché existe, il est particulier, et j'ai même découvert qu'il était différencié entre les 10 communes du territoire. On a globalement un marché de primo-accédants, qui est jeune, mais qui ont un revenu médian, un revenu mensuel net qui est à peu près autour de 3 000 euros mensuels. On a guère plus de 12% d'acquéreurs qui ont plus de 4 000 euros de revenus nets mensuels. Donc ça, c'est une donnée fondamentale qui fait que on était sur la quittance du logement locatif, sur de l'accession, ça va se transformer sur le revenu, enfin le remboursement mensuel, et à 50 euros près, on a un programme qui va décrocher. Et derrière, c'est le rythme de commercialisation du programme qui va s'en ressentir, et évidemment les frais financiers que supportera le promoteur. Pourquoi est-ce qu'en tant qu'aménageur je me soucie de ces préoccupations-là? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, Gilles parlait de la spécificité de l'équilibre économique des opérations. C'est une donnée incontournable, et si un promoteur dépense beaucoup d'argent en frais financiers, c'est autant d'argent qu'il ne mettra pas dans le programme. Et quand on est un aménageur qui est durablement présent sur le territoire, c'est notre cas depuis plus de 40 ans, on a une obligation de qualité, parce qu'on doit poursuivre l'engagement qui est pris et qui aujourd'hui est réussi, de qualité de vie
des habitants. J'ai lancé un travail important cette année avec Campana Eleb pour connaître le ressenti des habitants, les spécificités du territoire pour fonder la stratégie à l'avenir. Et la caractéristique majeure, c'est que nous sommes sur un territoire où les gens vivent bien. Ils vivent avec la nature, ils vivent dans l'environnement et ils ont une véritable qualité de vie qu'ils revendiquent très fortement. Et donc, comment la préserver en faisant des opérations de qualité ? Comment faire des opérations de qualité en ne se trompant pas sur les segments, sur les produits et sur les prix. Donc cette population, effectivement, des employés, des personnels de services, des professions intermédiaires, beaucoup de jeunes, des jeunes qui décohabitent. On a eu j'ai des statistiques là sur les années 2010-2015, 35% en moins de 30 ans. Dans les acquéreurs, donc ils cherchent du petit logement, maximum du T2. Après ça, on a la même part, 35% de jeunes couples qui n'ont pas encore d'enfants. Donc là aussi, alors ils ont moins de 35 ans, non pas moins de 30 ans. Et puis la troisième population, 20%, c'est des jeunes ménages qui ont des enfants à 35-40 ans. Là, avec ça, on a fait 90% de la demande de l'acquisition. Donc, moi, j'ai effectivement voulu savoir comment Sénar se positionnait sur le marché concurrentiel, analyser la demande, comment fonctionne le marché, parce que tout le monde travaille, c'est souvent tant l'État que les élus, avec deux éléments majeurs, mais j'ai envie de dire que c'est souvent des prévisions qui sont un peu autoréalisatrices, entre la fameuse TOL, la territorialisation de l'offre de logement, qui est la répartition spatialisée des 70 000 logements à produire en Île-de-France par an, et les PLH. Alors, généralement, le PLH respecte la TOL s'inspire des PLH, donc tout le monde est cohérent, c'est logique, mais parfois on oublie un peu la logique du marché. Et donc savoir comment l'un et l'autre fonctionnent véritablement avec le marché. Très concrètement, sur le territoire de Grand Paris Sud, aujourd'hui la TOL, c'est 2400 logements par an. Il y en a plus de 1000 qui dépendent que de Sénar. Sénar, c'est 115 000 habitants sur les 350 000. C'est 10 communes sur les 24. Donc il y a quand même une préoccupation. Si on doit produire 1000 logements par an sur ces territoires de manière durable, on a quand même intérêt à ne pas se tromper sur les cibles et sur les produits. Vous me disiez, comme Manuel en parlait, vous me disiez qu'il ne faut pas se tromper sur la taille non plus, parce que dans la concurrence avec l'individuel, il y a un sujet. Oui, la particularité, une des particularités de Sénar, c'est qu'on a, jusqu'aux années 2000, fait très, très massivement de la maison individuelle. C'est ce qu'on appelle un tissu urbain que je dirais relativement lâche, mais structuré, très organisé, par greffe autour des bourgs. Il n'y avait pas de transport en commun, je repense à ce que dit. Il n'y avait pas d'infrastructure routière pendant 20 ans, il faut quand même avoir ça en tête. Les autoroutes sont arrivées en 91, en 95, et le RERD en 1995. Donc le monde de la maison individuelle, et qui aujourd'hui, les pionniers de la ville nouvelle qui sont arrivés dans les années 70-80, ils ont un peu vieilli, et donc il y a effectivement un marché de la revente de la maison qui est extrêmement dynamique, et on a du coup la préoccupation à avoir par rapport à ces grands logements, parce que faire des grands logements en collectif, et je rejoins tout à fait ce que disait Manuel Flamme sur la demande des élus de faire des grands logements, on est directement concurrencé par la maison individuelle et le marché secondaire de la maison individuelle qui a des prix inférieurs. Après ça, si on a une typologie où on ne fait que des petits logements en collectif, on a une évolution de la population qui est très forte aussi. Donc il y a un équilibre à rechercher, un travail très fin à mener, là, évidemment avec les élus, mais aussi avec des analystes de marché fins, pour veiller à préserver aussi des équilibres entre le collectif et l'individuel, entre des petits logements, des moyens logements. Alors il y a effectivement beaucoup de compacts à différentes tailles, pour être certain que ce que l'on mettra sur le marché, à la fois préservera cette qualité de vie et sera conforme à l'équilibre financier du marché. Alors merci beaucoup, on parle beaucoup de prix de sortie. Monsieur Pouy-Bouffat, ça tombe bien, puisque vous me disiez l'ADN de Tagerim, c'est de construire moins cher. Alors, expliquez-nous comment vous faites.
dans ce contexte. Oui, ça fait effectivement des années qu'on travaille là-dessus, mais avant d'aborder ce sujet-là, je voudrais qu'on parle sur le logement intermédiaire ou le logement en zone non tendue en deuxième couronne. Juste deux mots, Manuel, par rapport à effectivement ces grands logements aussi. Ces grands logements, dans le temps, ils évoluent comment? Dans le logement social, les gens ont des enfants qui logent dans toutes ces chambres, mais comme le turnover est relativement faible, et en particulier dans les grands logements, les enfants partent et le logement reste avec un T4 ou un T5 avec deux personnes avec un enfant, puis très vite plus d'enfants. Et c'est la même problématique sur les zones qui sont en deuxième couronne où il y a une forte population, enfin une forte densité de logements individuels, pavillonnaires, où là c'est pareil, les enfants dans les pavillons vont à la maternelle, puis à l'école primaire, puis quittent, et on se retrouve avec des écoles, avec une population qui est relativement stable, voire qui diminue, et avec des équipements publics qui sont plus utilisés parce qu'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de petits-enfants pour remplir la maternelle. Donc là aussi, il y a une vraie problématique à chercher de renouvellement de cette population, et en particulier sur le logement locatif ou sur la renouvellement de population dans le cadre de l'aménagement du territoire toujours plus dense. Alors, oui, effectivement, on a chez nous un ADN qui est particulier. Chez Tagerim, depuis que je préside depuis 16 ans maintenant, et on réfléchit depuis très longtemps à construire des logements moins chers. Alors c'est plus facile, effectivement, en zone moins tendue, notamment parce que les terrains sont moins élevés. Les contraintes réglementaires et généralement on a une densité qui est moins importante, donc avec des avoisinants, un coût de construction, on l'a dit tout à l'heure dans la table au départ, qui sont moins importants. Donc avec un prix de sortie qui, de fait, est moins important. Malgré tout, les contraintes restent importantes. Et on le disait aussi, la marge de manœuvre, elle est extrêmement faible. Et on le ressent très vite dans les dossiers qu'on monte avec les acquéreurs. À 50 € près, vous avez tout à fait raison, à 50 € près, ça ne marche pas. Parce que 50 € de crédit, c'est 150 € de revenus nécessaires en plus. Et à 150 € près, quand on est à 3 000 €, on n'a pas 3 150. Et à 50 € près, ça ne marche pas. Donc la marge de manœuvre, c'est vrai, elle est extrêmement fine en zone non tendue, en deuxième couronne, mais je crois qu'il y a tout ce qu'il faut en Île-de-France, particulièrement en Île-de-France, pour tout réussir. Pourquoi ? D'abord, je ne sais pas si vous le savez, mais l'Île-de-France regroupe une quarantaine d'aménageurs, je le disais tout à l'heure avec Madame Debreuil, c'est autant que dans tout le reste de la France. Donc on a des outils nécessaires. Il y a les FIF, il y a évidemment des établissements publics fonciers en province, mais ils n'ont pas la puissance et l'efficacité de les FIF. Je les pratique, vous le savez sûrement, mais en tout cas, c'est tout à fait vrai. Voilà. Donc on a un territoire qui peut s'aménager de toute façon tout à fait facilement. Tous les outils sont en place. Vous savez aussi que le transport en Île-de-France et le transport en commun en Île-de-France n'a pas d'équivalent en province, donc, et à la fois sur l'existant et sur les projets, notamment avec Grand Paris Express. Donc il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, il y a une dynamique qui est née pour notre métier en 2015 et 2016, après 3 années noires, de 2012, 13 et 14, où le logement était en berne. Il y a une bonne dynamique qui est née en 2015, qui s'est poursuivie en 2016, où les chiffres sont bons, même s'ils ne sont pas encore historiques. J'ai entendu parler de records historiques. Non, ce n'est pas le cas. On n'est pas encore revenu aux chiffres d'avant la crise de 2006. Mais on a une bonne dynamique. Il ne faut pas briser cette dynamique si on veut construire du logement, y compris dans ces zones non tendues, où, je le répète, les marges de manœuvre sont très très faibles. Donc pour ce faire, il faut d'abord stabiliser la réglementation. Aujourd'hui, il y a une réglementation sur les aides à l'acquisition en matière d'immobilier. Il faut pour une fois ne rien changer. On a souvent entendu parler de la multiplication des normes, de multiplication ou du changement incessant des normes ou des dispositifs. Aujourd'hui, il ne faut rien changer. On a un PTZ renforcé qui marche très très bien, qui est une très très bonne efficacité, qui permet de solvabiliser un grand nombre de familles et de ménages qui ne le seraient pas sans ce dispositif-là. Et puis on a un dispositif Pinel qui fonctionne bien, qui fonctionne beaucoup mieux que le précédent, depuis 2014, et qui permet aujourd'hui d'avoir un équilibre qui est à peu près bon, presque à parité, entre l'accession et l'investissement locatif des ménages, l'investissement locatif privé. Donc je crois qu'il ne faut pas briser cette dynamique aujourd'hui. Elle est bonne. Voilà. Avec des outils comme on a en Ile-de-France, que ce soit sur l'aménagement du territoire ou la mobilité et la conjoncture actuelle, il ne faut surtout pas briser cette dynamique si on veut construire le logement. Alors après,
pour venir vraiment à votre question, comment construire des logements moins chers en zone tendue? Alors, nous, on a fait l'expérience chez Tagerim à 2 endroits, en Ile-de-France, à Rambouillet, et puis en région, à Toulouse, où on a fait le pari de construire effectivement à 15 à 20% moins cher. Alors vous me demandez, mais comment c'est possible? Mais c'est possible simplement quand on fait appel au bon sens et que tout le monde se met autour d'une table, que ce soit la collectivité ou l'opérateur, et que le dialogue s'instaure. Et le dialogue constructif. À Rambouillet, par exemple, où l'élu m'a demandé, où le marché, vous le savez, est entre 4 000 et 4 002, les élus m'ont demandé de faire des logements pour que les jeunes Rambouilletains puissent acquérir ces logements. Et donc avec un objectif de 3 300 €, 3 400 €. On n'est pas tout à fait arrivé à cet objectif, puisqu'on a vendu à 3 500, 3 600, mais c'est quand même très en dessous des 4 002, et on a solvabilisé grâce à ça un grand nombre de gens d'Rambouillet. Comment on arrive à faire ça? Simplement, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir que les logements sont extrêmement contraints. La réglementation a suivi un train épouvantable depuis les 15 dernières années. On s'est aligné sur les normes nord-européennes, et on a des logements aujourd'hui qui sont extrêmement économes en énergie, qui sont contrôlés avant, pendant et même après la construction au travers des CETE. Ils sont contrôlés sur leur qualité d'usage, notamment sur le respect de la réglementation. Donc on a des logements qui sont parfaitement qualitatifs, sont de très très bonne qualité, simplement en respectant les normes et les règlements qui sont en vigueur. À ça, parfois, très souvent même, dans les collectivités, on est confronté à une surenchère de cette réglementation qui est parfois très locale, parfois d'un lobby local, où on vous demande de mettre de l'isolation par l'extérieur, que c'est parfaitement, enfin c'est pas du tout obligatoire, de végétaliser des toitures terrasses ou d'avoir des épaisseurs de bâtiments non conformes à l'épaisseur des sous-sols qui est en dessous. Enfin, tout ce qui concourt à faire augmenter le prix de revient du logement, donc le prix de vente du logement. Et lorsqu'un dialogue s'instaure entre la collectivité et l'opérateur, on peut arriver à maintenir des objectifs qui soient communs sur ce prix de vente des logements. Et là, on arrive à vendre des logements. Et à Rambouillet, on a fait 200 logements avec un parcours résidentiel qui est parfait, avec notamment la SNI, qui a été un excellent partenaire, avec un autre bailleur social. Pour l'intermédiaire, c'était la SNI, où là, on a vendu des logements à 3 500 €, c'est-à-dire quasiment à 20% en dessous du prix du marché. Et ça s'est très très bien passé. Mais la collectivité a entendu la contrainte, et pourtant, on avait l'ABF qui est à Versailles, qui sait parfaitement ce qu'il voulait. Donc on a des bâtiments de grande qualité, et on est arrivé à ce dialogue où on a des épaisseurs de bâtiments conformes au sous-sol, etc. On a un dialogue qui s'est fait et qui a permis d'atteindre cet objectif qui est commun. Et dans ces zones tendues, c'est là où l'enjeu il est important, c'est que ce dialogue puisse s'instaurer autant de fois qu'il est possible. Et puis une dernière chose, si on veut également contraindre ou comprimer un peu le prix des logements, il ne faut pas hésiter, et là je rejoins parfaitement Manuel là-dessus, et vous aussi, c'est qu'il ne faut pas hésiter à densifier auprès des gares. Ça, c'est clair. Et ça, Manuel a raison, c'est qu'à très peu de choses près, il ne faut pas hésiter à densifier auprès des gares, quitte après à dédensifier et trouver des logements intermédiaires. On en parlait tout à l'heure avec Mme Desbray, c'est également sur le logement intermédiaire ou les formes urbaines intermédiaires. On a des architectes en France qui sont de très très grande qualité, dont on n'a rien à envier à des architectes internationaux. Et là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et en particulier, je finis avec ça, c'est qu'on a des logements qui peuvent évoluer dans le temps. C'est-à-dire où une pièce peut muter, devenir la 4e chambre ou la 5e chambre ou la 3e chambre peut devenir à terme un studio qui est indépendant du logement. Et créer un petit logement, au lieu d'avoir un T4, on se retrouve avec un studio et un T3 ou un T2. Voilà. Et ça, c'est l'évolution du logement dans le temps. On a, avec Tagerim, travaillé là-dessus. On a gagné un concours d'ailleurs avec la FAB à Bordeaux sur l'évolutivité de ces logements. Et je crois que là aussi, il y a un enjeu important de ne pas hésiter à construire et à densifier près des transports communs et en particulier auprès des gares et réfléchir sur l'évolution de ces logements dans le temps et en particulier des grands logements. Merci infiniment. Y a-t-il à ce stade des questions? Il nous reste 7 minutes 13 avant de passer à la table ronde sur le logement social. Aude, je t'en prie. Je voudrais juste abonder dans le sens de ce que vient de nous évoquer Tagerim, pour dire qu'effectivement, la question, c'est vraiment celle de... il faut avoir une réflexion spécifique sur ce logement en territoire périurbain pour avoir un logement de qualité qui corresponde véritablement aux aspirations des habitants et au modèle économique. Et du coup, nous, cette année, nous lançons une méthode de travail différenciée
où nous sommes en train de convaincre les élus sur une opération d'envergure, puisque c'est une ZAC sur 20 ans qui prévoit 2400 logements sur le territoire, avec l'ambition de rentrer dans une démarche d'écoquartier. Nous avons convaincu les élus de rentrer dans une forme de dialogue compétitif avec les promoteurs. On va lancer ça dans les semaines qui viennent pour travailler. J'hésite à dire par macrolo parce qu'on a une capacité d'absorption du marché qui fait que globalement on va lancer 150 à 200 logements par an, mais on voudrait travailler sur une première étape de 600 logements avec 7-8 promoteurs en réalisant un certain nombre d'ateliers. Alors d'ateliers évidemment sur les coûts techniques, des ateliers sur les formes urbaines pour voir comment travailler, comment garder cette qualité de vie de l'individuel en consommant moins de foncier. Et donc évidemment, ça va nécessiter d'être plus inventif sur les formes urbaines et d'avoir ce travail collectif, ce dialogue où tout le monde se met autour de la table entre les promoteurs eux-mêmes, les promoteurs avec l'aménageur, les promoteurs avec l'aménageur et les élus, pour travailler ensemble dans l'espoir de trouver des solutions innovantes sur cet habitat collectif sous différentes formes en périurbain. Manuel Flamme, vous vouliez ajouter un élément ? Non, mais d'abord, je voudrais quand même revenir sur le sentiment partagé, qui est que pour développer de manière saine et successful dans ces zones, il faut effectivement bien travailler les programmes qui sont proposés aux élus et réalisés avec les promoteurs et les aménageurs, tout simplement parce qu'on est sur des territoires à risque et où en fait on peut se planter, à la fois parce que dans le logement locatif socialement intermédiaire ne pas être en situation de remplir, ou dans l'accession ne pas réussir à commercialiser. Donc il y a un risque dans ces territoires qu'il ne faut pas minorer. Il faut l'avoir en tête, il faut le comprendre, ce qui suppose pour les professionnels que nous sommes d'appréhender ces sujets, encore une fois, sans imaginer que c'est la martingale, sans imaginer que c'est l'Eldorado, parce que les prix du foncier sont contrats. Donc ça, c'est le premier élément, c'est qu'on est sur des territoires à risque sur lesquels il y a beaucoup de travail à réaliser. Le deuxième élément sur lequel je voulais insister, c'est l'exceptionnelle opportunité qu'offrent qu'offre la révolution numérique, en vérité, dans la construction, dans le développement des services qu'on peut offrir à nos locataires. Je vous le disais, ce qui est essentiel dans ces zones, c'est la capacité pour nos locataires à se déplacer de manière efficace. À quelques minutes ou quelques centaines de mètres d'un point de transport, on n'arrive plus à remplir les logements. Or, le numérique nous donne la possibilité de donner aux locataires les moyens de communiquer plus simplement avec la commune. Donc on peut imaginer des services qui, à travers des applications dédiées, permettent à des groupes de locataires dans des ensembles immobiliers disparates de discuter avec la ville pour avoir un bus à un moment donné qui est mis à disposition de manière ad hoc, vous voyez, sur une heure précise, à 8h45, on a un certain nombre de personnes qui font le déplacement. Donc la commune met en situation ou met à disposition un moyen de transport public pour réaliser la connexion. Pas tout le temps, de manière pas pérenne, mais justement précisément parce que grâce au numérique, on connaît mieux les attentes, on anticipe les déplacements des locataires, on peut donner aux collectivités locales les moyens d'offrir un service plus précis, plus proche des besoins des locataires et donc moins coûteux. Ce qui contribue au désenclavement. Mais on parle des transports. En vérité, c'est sur l'ensemble des éléments de communication entre le locataire et son bailleur, le locataire et les services publics, que les plateformes numériques rendent possible ces nouveaux usages, ces nouveaux services. Je trouve que c'est très important parce que, vous voyez, en zone tendue ou hyper tendue, comme Paris intramuros, on n'a pas ces difficultés. En vérité, la communication est extrêmement simple entre le locataire et le reste du monde, si j'ose dire. Dans ces zones plus complexes, il faut utiliser pleinement les nouveaux services, les nouveaux services offerts par le numérique, notamment dans le lien entre le locataire, le bailleur, le locataire et les collectivités locales. Gilles Bouvelot, pour finir, avant de passer aux questions, vous allez acquérir 1,8 milliard, si j'ai bien entendu tout à l'heure ce que disait Geoffroy Didier. Vous craignez que le Grand Paris Express accroisse plutôt les disparités et les facteurs de risque là où il ne passe pas, où il va les réduire parce qu'il est maillé au RER, comme on le dit à la SGP? Vaste question. En 30 secondes à peu près. En 30 secondes. Non, le Grand Paris Express, il met en mouvement les territoires qu'il dessert et qu'il va desservir. Enfin, d'ailleurs,
maire de Bure-sur-Yvette en parlait tout à l'heure. Enfin, rien que l'annonce d'une infrastructure crée déjà un mouvement, des anticipations. Donc, mais en gros, les acteurs publics anticipent aussi, puisque nous, on essaye de travailler, enfin, d'ailleurs, tous les gens qui sont autour de cette table, d'ores et déjà, en amont, pour faire des réserves foncières ou des choses comme ça. Voilà. Donc, non, le Grand Paris Express, c'est pas parce qu'on dessert mieux le centre que la périphérie, et je pense que tout le monde en profitera. Voilà. Mais c'est vrai que le sujet, ce que disait Manuel, c'est que la question d'habitat, ça s'inscrit dans des projets de développement et de services. Et aujourd'hui, le périurbain, enfin métropolitain, parce que quand même, il a un avenir à se fabriquer en s'appuyant aussi sur les nouveaux outils de communication, enfin qui sont numériques, qui sont autres, etc. Et les nouveaux modes de transport aussi, puisqu'il y a aussi et de travail d'ailleurs, parce que les espaces de coworking, ça fait partie aussi des choses qui peuvent avoir une valeur ajoutée dans ces territoires. Merci infiniment.